Dans ce nouveau documentaire vidéo, nous continuons à approfondir les sujets intéressants qui ont trait au mystère de la Terre creuse et aux êtres qui vivent à l'intérieur. Il s'agit de sauvegarder des histoires, des mythes, des légendes, ainsi que des vestiges archéologiques dispersés dans le monde entier, qui sont restés en héritage jusqu'à nos jours. Ce que nous cherchons, c'est de transmettre une connaissance qui fait partie de l'histoire de l'humanité. Et bien que la science officielle cherche souvent à cacher les preuves de notre passé, qui n'ont pas une explication logique, ou qui ne sont pas faciles à accepter, en ce qui nous concerne, nous pensions avoir atteint un haut degré de développement. Mais n'oublions pas que d'autres civilisations ont été beaucoup plus évoluées et avancées que la nôtre, car elles disposaient d'une technologie très développée, basée sur une énergie libre infinie. Une technologie qui devrait nous appartenir en tant qu'humanité, et non une technologie très rudimentaire, coûteuse et limitée, dont nous disposons aujourd'hui. La plupart de l'humanité ne connaît pas la véritable histoire de la Terre et de ses cultures, car en dépit du grand nombre de preuves et de vestiges, ainsi que du haut développement de civilisations telles que l'Atlantide, la Lémurie et l'Hyperborée, malgré tout, leur histoire a été effacée. Mais en dépit de leur destruction, comme nous l'avons vu tout au long de ces derniers chapitres, elles n'ont pas complètement disparu, car de nombreux survivants ont trouvé refuge dans la Terre creuse. Ce qui pourrait aussi arriver à cette humanité, si nous parvenons à élever notre fréquence, et à apporter un changement positif à la terrible décadence que nous connaissons actuellement. Quel est notre avenir? Voulons-nous un contrôle social dystopique, lié à une robotisation et à une hypnose collective, avec des vaccins et des pandémies nouvellement créées? Ou voulons-nous poursuivre les gouvernements et Big Pharma, et construire un nouveau monde basé sur de vraies valeurs? C'est pourquoi nous ne devons pas cesser de nous battre, car tout le monde est micropucé et vacciné. Mais nous devons maintenant créer le nouveau monde, qui nous mènera à la stabilité et à une paix durable. Pour ce faire, nous devons d'abord procéder à une dénonciation collective des entreprises pharmaceutiques et des gouvernements psychopathes, en exigeant l'arrêt de ce génocide. Deuxièmement, parallèlement aux revendications, il faut commencer à construire un nouveau monde, en s'organisant en groupes de professionnels, et avec ceux qui veulent apporter leurs connaissances, pour créer un nouveau système économique basé sur des valeurs réelles, et non sur la spéculation de Wall Street et des grandes banques. Il faut créer un nouveau système d'alimentation, non agrochimique, et un nouveau système médical avec une médecine intègre, avec une technologie médicale avancée et brevetée, qui a été censurée par les gouvernements depuis des années. Il en va de même pour le système de transport à énergie du point zéro, et le système antigravité à lévitation magnétique qui existe déjà. Nous devons créer les 4 piliers de base d'une civilisation pour survivre, et ensuite nous étendre avec d'autres systèmes. Pourquoi d'autres mesures doivent-elles être prises en même temps? Parce que le système judiciaire est totalement corrompu, et qu'il retarde autant que possible les procédures. Par conséquent, il retarde au maximum des recours juridiques collectifs. C'est pourquoi, au fur et à mesure que ces demandes sont traitées, il ne faut pas abandonner les manifestations, mais commencer à investir de l'énergie et des efforts dans cette vision de l'avenir, et cesser d'investir dans l'ancien monde qui s'effondre déjà. Cela signifie que la création d'un monde parallèle civilisé, empathique et humanisé, est l'étape que nous devons franchir. Nous avons besoin d'apprendre à vivre en harmonie, en paix, et à coopérer avec les autres, pour donner naissance à une nouvelle civilisation, en faisant un effort commun et désintéressé, sans chercher d'avantages personnels, ni de la célébrité. Si on peut y parvenir, avec la participation responsable de chaque être humain, alors il est tout à fait possible de recevoir de l'aide de l'extérieur et de l'intérieur de la Terre. Il n'entre pas en contact s'il n'y a pas d'altruisme et de coopération désintéressée, c'est le minimum requis. Le problème est la dépendance totale des gens,
vis-à-vis de leurs institutions et des banques. C'est pourquoi elles font du chantage et manipulent les masses. Il est nécessaire de créer une indépendance par rapport à tout ce que l'élite possède. Nous avons l'exemple de l'indépendance des États-Unis du Royaume-Uni. Car le but était de progresser, en laissant la tyrannie à laquelle étaient soumis les colons américains. C'est cette indépendance que nous devons tous réaliser ensemble. Il est également nécessaire de créer un nouveau système éducatif, pour les enfants et les jeunes, qui soit réellement efficace et pratique. Avec une éducation basée sur des valeurs de respect, d'amour, de tolérance, de fraternité. Et que les connaissances acquises doivent conduire à un développement personnel, psychologique, éthique, social et spirituel. Il en va de même pour la crise ukraino-russe, fabriquée de toutes pièces qui n'en finit pas. Il s'agit d'un autre écran de fumée, destiné à intensifier la crise économique mondiale, afin de nous soumettre et d'imposer la grande réinitialisation, fabriquée par le nouvel ordre mondial, dont l'objectif est d'augmenter les prix, avec plus de pénuries, une famine sans précédent, et des millions de réfugiés fuyant le pays. Tout cela ne fait qu'aggraver la crise humanitaire, semblable à ce qui s'est passé avec la Syrie, et d'autres pays soumis. Alors qu'ils continuent à imposer leurs mesures tyranniques, qui n'apportent que plus de douleur et de souffrance, sans que personne ne fasse rien. Tandis que l'ignorance et le manque d'informations véridiques se poursuivent. Cependant, ce sujet est déjà clairement abordé dans les vidéos recommandées, et dans les extras de manière actualisée. Avec ces documentaires, nous essayons surtout de préserver l'inspiration et l'admiration pour la beauté qui existe sur notre planète Terre. Il faut créer un monde nouveau, basé sur des valeurs telles que l'empathie, la pensée positive, la foi, l'espoir, l'altruisme, la compassion, le désir de s'améliorer et d'aider les autres, et de développer le cœur et l'émotion supérieure, qui sont des facteurs de base de notre évolution. Mais pour cela, il faut sortir de la peur imposée et des préoccupations qui nous maintiennent dans un état d'incertitude, d'angoisse, de culpabilité et de méfiance envers les autres. C'est pourquoi nous disons qu'une autre réalité est possible, et qu'ensemble nous pouvons créer les bases d'un monde plus évolué, plus solidaire, plus fraternel, comme la grande famille que nous sommes. Un monde de lumière, où nous pouvons vivre dans la paix et le bonheur, en nous mettant au même diapason des fréquences subtiles émanant de l'Agarthy, et des êtres qui y habitent dans la sagesse et l'amour. À cette occasion, nous allons connaître des événements qui se sont produits à la fin de l'Atlantide, afin de prendre conscience des phénomènes qui pourraient également se produire dans l'époque décadente que nous vivons. Et à cet effet, nous faisons appel à de nombreux écrivains et chercheurs qui ont laissé des témoignages sur l'Atlantide disparue. Nous allons maintenant parler de la fin de la patrie dite primitive et de ce qui nous attend très bientôt, si nous ne changeons pas radicalement notre façon de penser, de sentir et de vivre. De grands écrivains ont également parlé de l'Atlantide et de la Lémurie, deux civilisations disparues que nous avons déjà évoquées dans nos précédents documentaires. Beaucoup de spécialistes situent l'Atlantide dans des lieux différents, comme c'est le cas du poète et romancier britannique Robert Grave. Il plaçait l'Atlantide dans la Tunisie et la Libye actuelle. Il croyait fermement que les marais salés d'Afrique du Nord étaient les vestiges du lac Tritonis, où l'Atlantide avait existé, avant qu'une catastrophe destructrice ne disperse ses survivants dans diverses directions. L'historien suisse de la Grèce et de la Rome antique, Adalberto Giovannini, a lié le récit atlante de Platon à la destruction de la ville d'Élique, située en Achaïe au nord-ouest de la péninsule du Péloponnèse.
dont le dieu protecteur était Poséidon. Une nuit durant l'hiver 373 avant Jésus-Christ, la ville d'Élique fut rasée. Un puissant tremblement de terre, suivi d'un grand tsunami du golfe de Corinthe, a balayé la ville d'Élique de la face de la terre. De même, le programmeur allemand Michael Hübner, en utilisant des données géographiques tirées de 2 écrits de Platon, a réussi à découvrir les vestiges de l'Atlantide, dans la plaine de Souss-Massa, un endroit situé le long de la côte marocaine, à environ 100 miles au sud de Marrakech. Le géologue suédois Ulf Erlingsson a localisé l'Atlantide en Irlande. Et le docteur en physique allemand, René Walter Kuhn, en étudiant les images satellites, a localisé une partie de l'Atlantide à Doñana, Cadix, Espagne, considérée comme l'ancienne Tartessos. Des recherches qui coïncident avec celles menées par l'archéologue allemand Werner Wigbold, qui a détecté des structures très similaires à celles décrites par Platon, à propos de l'Atlantide, dans cette région du sud de l'Espagne. Les chercheurs allemands Siegfried et Christian Schopp affirment que l'Atlantide était située dans la mer Noire et que l'île des Serpents, à 35 km à l'est du delta du Danube, était la capitale atlante. Selon eux, 5500 avant Jésus-Christ, il existait une vaste plaine au nord-ouest de la région aujourd'hui occupée par la mer Noire, qui était alors un lac d'eau douce, beaucoup plus petit. Selon lui, l'Atlantide se trouvait sur ce qui était autrefois la rive de ce lac. Déjà en 1998, les auteurs américains, Ryan et Pittman, avaient proposé l'idée qu'aux alentours de 5500 avant Jésus-Christ, la barrière de l'actuel Bosphore s'est ouverte, en raison de l'élévation du niveau global de la mer, et a fait monter le niveau de la mer Noire, inondant une vaste zone de terre cultivée. Un événement qui se cache derrière l'histoire du déluge de Noé. L'écrivain britannique Colin Henry Wilson et l'écrivain canadien Rand Flemmott, auteur du livre de Atlantis Project, parlent également de la théorie du déplacement des pôles et de la façon dont l'Atlantide était située au pôle sud. Un natif de la côte Kona raconta au capitaine Cook une version hawaïenne de l'histoire du déluge. À ce moment-là, la terre se réchauffa, le ciel se retourna, le soleil s'obscurcit au moment de l'élévation des Pléiades. Et la terre est née de ses ruines. Marco Polo, lors de sa visite en Chine, raconte que la bibliothèque impériale exposait une encyclopédie colossale sur une époque où Tianti, l'empereur du ciel, envoya le déluge mondial. Les planètes ont modifié leur course, la Terre est tombée en morceaux, et les eaux sont violemment sorties de leur lit et ont inondé la Terre. Un autre texte ajoute: le Soleil, la Lune et les étoiles sont tombés au nord-ouest, là où le ciel devient bas. Une grande conflagration a éclaté, le déluge a rugi. En outre, d'autres auteurs comme le Britannique Paul Dunbavin, se fondant sur des sources mythologiques, géologiques et archéologiques, ont conclu qu'un astéroïde ou une comète était entré en collision avec la Terre, vers 3100 avant Jésus-Christ, ce qui a provoqué l'inclinaison de l'axe de la Terre. Selon Dunbavin, cet impact a provoqué des changements spectaculaires dans le climat et le niveau de la mer, qui ont conduit à la submersion d'une civilisation néolithique, sur une plaine de faible altitude, au large des côtes du pays de Galles. Il pensait que cette destruction était l'inspiration de la légende de l'Atlantide.
Dans de nombreuses cultures, le soleil est considéré comme une force créatrice, une source de toute vie. Et c'est lui qui apporte la vie et la lumière à une planète et à ses habitants. Le soleil a toujours été là pour les créatures de la Terre, et à travers les âges, il a toujours été présent, offrant sa lumière nourricière à tous les êtres qui habitent la Terre. Son altération marquera le début de la fin des temps, comme ce fut le cas à la fin de l'Atlantide. L'étoile la plus proche de nous, étant universellement reconnue comme source de vie, divers surnoms lui ont été attribués, tels que lumière du monde, sauveur de l'humanité, Seigneur des cieux, le Très-Haut. Même à partir de la physique moderne, des scientifiques comme le célèbre biophysicien allemand, Fritz Albert Popp, ont découvert et démontré qu'il existe une relation étroite entre la morphogenèse de la spirale de l'ADN de tous les êtres vivants et le type d'énergie émise par notre Soleil. C'est pourquoi dans les civilisations anciennes, l'adoration du Soleil en tant que créateur de vie aurait pu avoir un sens beaucoup plus complexe et profond que nous le pensons. Pour les grandes cultures orientales de l'Antiquité, le Soleil est aussi une expression de la divinité. Mais il a aussi une fonction ambivalente. D'un côté, il est lumineux, et de l'autre, noir ou invisible. Les textes hindous présentent le Soleil comme l'origine de tout ce qui existe, le début et la fin de toute manifestation. La divinité solaire est Surya, le soleil brillant qui donne la lumière et la vie. La lumière suprême, parfois Agni, est aussi identifiée au soleil, en raison de la corrélation naturelle feu-soleil, représentée dans son char tiré par des chevaux. Ainsi la première forme du soleil est Inindra, seigneur des dieux, et destructeur de ses ennemis. C'est pourquoi il porte souvent la route du char solaire. De même, Vishnu était associé au culte solaire, et son symbolisme représente les trois formes ignées du dieu. La flamme sur la terre, la foudre dans l'air, et le soleil dans le ciel. Une tradition raconte qu'un jour, alors que Parvati jouait avec Shiva, elle se glissa derrière lui, et lui couvrit les yeux de ses mains. À cet instant la vie s'éteignit dans l'univers. Le soleil devint terne, les créatures tremblèrent, et le monde fut plongé dans l'obscurité. Terrifiée, la déesse retira ses mains. Mais une goutte de sueur jaillit de ses doigts, qui fut la source d'un fleuve capable d'inonder la terre. Ce fleuve était contrôlé par Shiva lui-même, et arrêté par la déesse du fleuve Ganga, avec ses cheveux. C'est pourquoi il y a un autre aspect du dieu, où Mahadeva est le destructeur. Le principe de la sécheresse, à laquelle s'oppose la pluie féconde. Le soleil noir est un symbole ancien, également lié au peuple germanique et arien. Il représentait la fin du monde, la bataille des Jotun contre les dieux, et dans la mythologie scandinave le Ragnarok. Pour la plupart des peuples anciens, le soleil symbolisait la lumière, la chaleur et l'énergie qui génère la vie. Mais il peut aussi signifier la mort, en raison de son aspect destructeur. Le soleil engendre et dévore ses enfants, disent les Upanishads, qui lui attribuent l'origine de toute manifestation sur la terre comme principe créateur. Pour les Égyptiens, le soleil dans son voyage quotidien à travers la voûte céleste, montrait un visage lumineux à sa naissance à l'est. Et en disparaissant à l'ouest, il se retournait et renaissait, en présentant un visage supposé sombre, lors de son voyage de retour vers l'est. Les scientifiques savent que tous les 12 000 ans, le Soleil émet une formidable explosion d'énergie, marquant la fin d'un grand cycle. Cela peut conduire à une évolution spontanée pour ceux qui sont prêts, ou provoquer une destruction planétaire pour ceux qui ne le sont pas. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de l'Atlantide, comme l'expose le chercheur et écrivain américain, David Wilcock.
Il est important de savoir que l'intensité du Soleil, et donc son activité magnétique, varie sur un cycle de 11 ans. Et que pendant cette période, des éclairs ou des éruptions, et des éjections de masse coronale peuvent être observées. Comme la Terre, le Soleil possède un champ magnétique avec des pôles opposés. Cependant, contrairement à notre planète, le Soleil inverse sa polarité tous les 11 ans. Cela signifie que les champs magnétiques polaires de notre étoile la plus proche s'affaiblissent jusqu'à disparaître, puis réapparaissent avec la polarité opposée. Et cela se produit actuellement. L'affaiblissement s'approchera de zéro dans les 3 prochains mois, tandis que la récupération de la polarité se produira au cours des prochaines années. Ce phénomène a été étudié au milieu du 19e siècle par l'astronome suisse Johann Rudolf Wolf et est aujourd'hui corroboré par l'astronome argentine Andrea Costa, qui affirme que le nombre de taches augmente et diminue à nouveau selon un cycle de 11 ans. Nous sommes actuellement dans le cycle solaire 25, qui a débuté en décembre 2019. Et nous nous dirigeons donc vers la période de maximum solaire, qui devrait se situer aux alentours de 2025. Toutefois, les scientifiques affirment que ce cycle s'active plus rapidement que prévu, et que ce maximum solaire pourrait survenir un an plus tôt, c'est-à-dire en octobre 2024. Comme le dit Costa, les tempêtes magnétiques sont plus nombreuses en période de maximum solaire, et certaines peuvent atteindre la Terre. Si cette activité est très intense et parvient à traverser le bouclier du champ magnétique terrestre, les systèmes électroniques des satellites ou le réseau électrique peuvent être affectés, avec des effets impensables. Selon l'analyse du professeur finlandais Ilja Uusoskin, l'activité actuelle du Soleil est plus élevée qu'à n'importe quel moment du passé, depuis la période 9500 avant Jésus-Christ, juste après la fin de la dernière période glaciaire. De même, le scientifique pakistanais Solanki affirme que le niveau d'activité solaire de ces 70 dernières années est exceptionnel. Une précédente période de forte activité ayant eu lieu il y a plus de 8000 ans. Les données sur l'activité solaire, les données climatiques, les pétroglyphes et la disparition des premières civilisations à la fin de la dernière période glaciaire indiquent qu'une sorte d'éruption solaire ou d'événement cosmique avait semé la terreur à la surface de la Terre. Aujourd'hui, le Soleil commence à présenter le même comportement qu'il y a plus de 10 000 ans, lorsque la catastrophe s'est produite. James Marushek, physicien et ingénieur américain, soutient que le Soleil subit actuellement un changement d'état. C'est-à-dire que le Soleil par nature instable se réajuste et se rééquilibre périodiquement. Le physicien norvégien Espen Gaarder Haug affirme que par conséquent, il existe des événements qui, bien que de faible probabilité, ont un impact élevé, notamment les éruptions solaires ou d'autres catastrophes naturelles telles que les ouragans, les tornades, les tsunamis. Et ces événements sont parfois appelés signes noirs. Selon une étude datant d'août 2021, un tsunami solaire pourrait frapper notre planète durant cette période, entraînant l'arrêt des communications et de l'ensemble de l'Internet. Un scénario qui, bien qu'apocalyptique, ne semble pas si improbable. Encore récemment, 17 éruptions ont été détectées sur le Soleil en 2 jours. Et ceci, selon le chercheur italien de l'Institut national d'astrophysique, Mauro Messerotti. Cet événement, ainsi que ceux survenus dans la dernière période, réfutent la prévision d'atteindre le pic de l'activité solaire en 2025, mais que le pic arrivera bientôt. En réalité, ces tempêtes solaires autrefois inoffensives sont désormais synonymes de dangers extrêmes pour tout ce qui touche à la technologie, et même à la vie normale à laquelle nous sommes habitués. Car une éruption solaire, lorsqu'elle atteint la Terre, est semblable à une explosion de 40 milliards de bombes atomiques, comme celle d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon.
qui ont causé plus de 280 000 morts, et des millions de sinistrés, qui ont subi de nombreux effets secondaires, avec de terribles déformations génétiques. C'était similaire mais à moindre échelle, à ce qui est arrivé à l'ancienne Atlantide, Lémurie et Hyperborée. Et lorsque ces événements se produisent, d'énormes quantités d'énergie sont projetées sur la Terre. Et bien que les scientifiques ne sachent pas pourquoi, c'est quelque chose qui est en train de s'intensifier exponentiellement. Cette activité solaire génère des particules, qui sont lancées dans l'espace, en émettant de grandes quantités de rayons X, de rayons ultraviolets, de courants de haute énergie, ainsi que des électrons, des protons, et des sous-particules atomiques, comme les leptons, les neutrinos, le tau, etc. Ce champ radioactif qui est amplifié, génère des résultats très nocifs, principalement pour les êtres vivants. Et il en va de même pour le climat, les communications. Il provoque des interruptions des signaux radio, venant des satellites spatiaux, produisant toutes sortes de décompensations, qui affectent également toutes les planètes du système solaire. Toujours d'après une étude publiée dans New Scientist, les tempêtes solaires produisent une plus grande perturbation physique, mentale et émotionnelle, due aux charges électromagnétiques du Soleil. Et notre corps peut se sentir somnolent, mais aussi très perturbé. Kelly Posner, psychiatre américaine, affirme que les tempêtes géomagnétiques désynchronisent les rythmes biologiques et la production de mélatonine, provoquant des maux de tête, des palpitations, des sautes d'humeur, et un sentiment général de malaise.